J'avoue que j'ai encore un petit peu de mal à être pertinent sur la classification de mes victoires. Je pense que celle-là, elle est belle parce que, ce que j'ai dit, elle est même pas belle, elle est trop belle parce qu'elle est faite de trop de choses qui sont pas... un scénariste peut pas inventer un truc comme ça, quoi. C'est pas un scénario qu'on peut imaginer avant le départ. Au Sables d'Olonne, le 9 novembre 2008, est un dimanche de grand départ et de franche émotion. Sur ces pontons tous les 4 ans, la course en solitaire la plus longue et la plus exigeante commence par un matin d'exception, où les uns et les autres se jettent à cœur perdu dans la valse lente des au revoir. Au fil des heures, deux mondes se séparent. Il y a ceux qui restent et ceux qui partent. C'est un moment d'émotion, mais voilà, il y a un moment, il faut que ça s'arrête aussi, il faut partir. On va se débrouiller, ça se passera bien. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Le 9 novembre à 13h02 débute le Vendée Globe de tous les superlatifs. Concurrents, 18 bateaux neufs et posés sur l'étagère des favoris, une ribambelle de prétendants. Desjoyaux et Perron, Dick et Golding, Joss et Rioux, Jourdain et Lecam, Eliès et Lecléache. Tout ce beau linge de la course au large promet une régate planétaire et une bataille titanesque entre les monocoques de 18 mètres, les plus rapides de l'histoire. Le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, consiste en un parcours du combattant. Sur le papier, au moins 24 000 milles, plus de 43 000 kilomètres, en passant par les mers du Sud, grises et tourmentées. Le 9 novembre, les prévisions météo annoncent une première nuit difficile, de vent fort et de mauvaise mer. En quelques heures, des mâts vont tomber, les problèmes techniques s'accumuler. La voile est un sport mécanique et parfois la mécanique fait défaut. Michel Desjoyaux ne sera pas épargné. Je crois qu'il était 9h30 ou 10h du matin quand je prends le téléphone et que j'appelle Jean-Paul. Je décroche, Michel me dit de manière assez laconique, voilà Jean-Paul, j'ai fait demi-tour, j'ai vraisemblablement un problème électrique important sur le moteur. Il me décrit sommairement une fuite qui aurait déclenché un court-circuit. En tout cas, moi, ma décision, elle était prise, elle était irrévocable et on enclenche, quoi. Il est comment, Jean-Paul, quand vous l'appelez pour lui annoncer ça? Il est comment? Je pense qu'il est un peu comme moi, c'est-à-dire il est dans l'action et dans la suite et on n'est pas là pour se morfondre, on n'est pas là pour avoir des états d'âme. Ça, on verra ça plus tard, quoi. Je pense que moi, ce coup de téléphone et le ton du coup de téléphone m'a aussi permis de me mettre un petit peu dans cet état uniquement factuel et de retransmettre à l'équipe simplement des actions à faire et pas de commentaires, pas d'analyse, pas de dire oh, ça y est, le Vendée Globe s'écroule, on faisait partie des favoris, maintenant si ça se trouve on va abandonner le Vendée Globe. Mardi 11 novembre au Sables d'Olonne. Il est minuit passé de 40 minutes. À l'échelle des courses de bateau, c'est comme un arrêt au stand en Formule 1. Chaque geste et chaque minute vont compter. Écoutez, le tour du monde, c'est long, c'est dur. Il y en a qui en ont fait un peu plus les frais que moi encore. J'ai la chance d'avoir un mât, d'avoir des voiles et d'avoir envie d'y retourner.
Maintenant, c'est sûr que repartir avec 2 jours de retard, c'est pas génial, mais la route est longue. Mardi 11 novembre, à 6 h du matin, Michel Desjoyaux reprend la course, en 28e position. Pour la première fois depuis le départ, Michel déclenche sa caméra. Et c'est en quelque sorte le début de son voyage intérieur. Eh bien bonjour, on est à bord de Foncia, jeudi 13 novembre. Ça fait 4 jours que le départ du Vendée Globe a été donné et comme je suis retourné à Stade d'Olonne faire une petite escale technique, eh bien je ne suis que au large du Portugal. Là on est en train de descendre vent arrière le long du Portugal. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça ne descend pas très vite. Et les premiers sont en train d'arriver à Madère, là ils ont presque 500-600 000 d'avance sur moi. Alors là on est sous grand speed, là ça avance vraiment lentement, mais c'est comme ça. Le 15 novembre, au 6e jour de course, Michel Desjoyaux est 22e au classement, à 670 000 du leader Loïc Perron. 1200 km à rattraper. Est-ce du domaine du possible ou de l'improbable? Bah, quand il revient au Sable d'Olonne, a priori il prend quand même 2 jours de retard. Moi je pense que c'est cuit pour lui. On se dit qu'un écart aussi important, bah, ce sera vachement difficile à faire. Mais on oublie qu'un Tour du Monde, c'est un Tour du Monde. Je pense que certains se sont dit, certains, mais même peut-être moi, à certains moments, on se dit tous, ouais, 650 000 de retard, bon, allez, on est peinard pour 2 mois et demi. Là. Bon, alors, mercredi 19 novembre 2008, on a passé les îles du Cap-Vert cette nuit et on se dirige vers le poteau noir qui est droit devant. Et pour le moment, comme on est à 400 000 des premiers, on a une bonne vision d'ensemble, on va dire. J'ai Steve White qui est pas très loin devant, là, à une trentaine de milles, qui a eu des soucis de pilote et de spi. Et puis il y a Dick Afari qui est aussi 45 000 devant. Donc c'est les objectifs suivants. Sachant que j'ai déjà relégué quelques autres anglo-saxons par là-bas. Ça c'est fait. Voilà. Et elle est pas bien là? Regarde ça la belle vie. Hop. Bah, ça fait 2 jours qu'on est qu'il fait chaud et qu'on est en t-shirt. J'ai même fait des coups de soleil sur les cuisses. À rester à la barre au soleil. Et on arrive, moi je vais arriver dans le poteau noir demain. Avec un peu de peau, il va être grand ouvert comme c'est pas mal. On va aller voir le dernier classement. Ça vous dit de voir le dernier classement? Hop. Alors quelle vitesse on a fait? 13,923. Pas mal ça. 11,926 Roxy. 11,945 Pindar. 11,947 Temenos. C'est pas folichon. Hein. C'est pas folichon les gars, faudrait voir avancer un peu là. Le Desjoyaux est un prédateur marin, ou plus exactement un marin prédateur. En 18 jours, doté d'un appétit féroce et d'un bateau carnassier, le Desjoyaux croque 13 concurrents et récupère 470 000, 850 km environ sur les premiers. Le mercredi 3 décembre, le Desjoyaux est en 10e position. Je suis rentré dans le vif du sujet, je suis au contact du peloton. Ah c'est énorme, putain c'est top. C'est top, c'est incroyable. C'est insensé ce truc là. Et en plus paisible quoi, même pas. Voilà, il y a 30 nœuds, je suis
Grand Genac à Harry, donc paisible quoi, à descendre. Le bateau glisse tout seul et tout, c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. Mais sans forcer quoi, je te dis, j'ai passé la matinée dans le bateau, la matinée et la nuit, tout pilote, je suis pas barré depuis 2 jours, tu vois. Incroyable, énorme. Oh la gueule qu'ils doivent faire, dis. La gueule qu'ils doivent faire. À quel moment vous êtes dit, il va peut-être revenir quand même? Ah bah quand j'ai vu la situation où nous on était bloqués devant, hein. Ça c'était clair, hein. Nous on rentrait dans un mur, donc ça revenait par derrière, là on n'y peut rien. Bon, après il faut aussi l'envie, l'énergie et le talent pour utiliser cette bonne météo, donc je pense qu'il n'a pas dû faire d'erreur de trajectoire, qu'il a dû mener le bateau à 100%. De toute façon, que ce soit au niveau barre, au niveau réglage, changement de voile et option, je suis certain que dès son redépart des sables, il a été à fond tout de suite, quoi. Je vois mal Mich, il n'est pas encore mûr pour faire de la croisière, Mich. Ils doivent croire que je suis sous spi comme l'autre jour. Parce que l'autre jour j'ai tartiné un peu sous spi, vraiment ouais, bien quoi. En restant à la barre et tout, c'était top. Mais pendant ce temps-là, tu fais rien d'autre, donc tu bouffes pas mal de jus quoi. Alors que là, non, même pas, j'ai dormi ce matin, j'ai fait de la couture, j'ai fait... Ouais, ça tartine bien quand même. Hein. Là, il y a 33 nœuds, on est régulièrement à plus de 20 nœuds tout le temps. Ah, c'est énorme, ça c'est top. Oh, le truc, c'est incroyable. Ouais, je pense, on va regarder, je pense même que je suis passé devant Britair. Yes. Je suis 9ème. Je suis 9ème. Et ben voilà, c'est fait. One more. Oh putain, c'est énorme. C'est incroyable. Le prochain sur la liste, ça va être, je sais pas, PRB ou Jean, je sais pas. Bah, Jean n'a pas l'air très rapide. Hein. PRB non plus d'ailleurs. J'ai pas le sentiment de tirer sur la machine en plus. Oh, c'est énorme. Ah là, ils vont rien comprendre. Bon, voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. En ce samedi 6 décembre, à la longitude du Cap de Bonne-Espérance, à la queue de Chypre, j'y suis dans 2 heures, un truc comme ça. Quand il entre dans l'océan Indien, Michel Desjoyaux est en 9e position. Et il continue de grignoter les milles et les places au classement avec une furieuse détermination. Chaque jour qui passe le rapproche comme un aimant de la première place. Jean-Yves Bernot est un type qui connaît tous les vents du monde comme sa poche. Sans faire de bruit et sans le décoiffer, les vents lui arrivent en fichier sur l'écran de ses ordinateurs. Dans le métier, il est l'un des grands connaisseurs de la science météorologique. Il a suivi Michel à la trace et son extraordinaire descente de l'océan Atlantique. Dans l'Atlantique Sud, le problème, c'est l'anticyclone de Sainte-Hélène qui barre la route. Donc, la route traditionnelle dans ces coins-là, c'est on irait bien route directe vers Cap de Bonne-Espérance puis le Cap Horn. Malheureusement, l'anticyclone au milieu, il n'y a pas de vent. Donc, on investit un petit peu dans l'ouest, mais on y va gentiment. On ne veut pas aller trop loin de la route à long terme. Donc on reste au bord, on va un petit peu dans l'est, et puis ah ben non, il n'y a plus de vent, on repart, etc. Donc on joue avec le bord de l'anticyclone. Michel là a fait quelque chose d'assez bien vu, c'est que c'est dit avec mon retard, je n'ai pas joué à ce jeu-là, moi je vais carrément investir dans l'ouest et surtout penser que mon but, c'est pas le Cap de Bonne-Espérance, puis plus tard le Cap Horn, c'est descendre le plus rapidement possible dans les 40e, les forts vents d'ouest, et là, quand je serai dans l'autoroute des vents forts, je vais sûrement revenir sur le paquet. Il l'a fait et bien fait. C'est souvent ce qui se passe quand on a un paquet de devant qui s'observe, les leaders,
qui eux regardent un petit peu, se surveillent tous. Tu vas dans l'ouest, je vais dans l'ouest, tu vas dans l'est, je vais dans l'est. Donc ils font pas une stratégie vraiment tranchée. Lui, Michel, c'était pas du tout son jeu. Il jouait pas pour 10 000, 15 000 avec le voisin. Il jouait pour revenir sur le paquet pour gagner 50 ou 100 000. Il a pris un risque, certes, parce qu'après tout, il se rallongeait beaucoup. Mais ce risque à payer, c'était judicieux, sachant qu'il rallongeait sa route, il allait dans l'autoroute, et dans l'autoroute, par contre, il pouvait y aller fort. Il faut comprendre que quand il navigue au large, moi je l'ai routé souvent et je le connais, c'est un train. C'est le genre de bonhomme, il a un rythme inexorable. Mercredi 10 décembre et on est au Kerguelen dans 24-30 heures à peu près. Mais putain ça caille quoi, c'est humide et tout, il pleut tout le temps. Bon. Et par contre côté course ça se passe pas mal puisque je dois être à 1 heure à peu près de Loïc Perron. Donc c'est top. Puis ici il revit dans le match complètement quoi, pas possible. Incroyable, 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 incroyable. Allez, 6e quand même, hein, au bout de 30 jours de mer, 31 jours, 32 jours de mer. Et comme ça caille et que les portions sont pas suffisantes, je vais rajouter dedans des petites nouilles. J'aurais bien rajouté des lentilles parce que c'est vachement bon, mais j'en ai pas. Voilà. Ah, ça tartine. C'est à 35 nœuds permanents là. En fait, j'essaie de trouver un angle, entre le vent, les vagues et la route à faire pour que le bateau glisse en fait, pour pas forcer quoi. Parce qu'en fait, si tu abats plus, tu butes dans les vagues et le bateau quand il bute dans les vagues, il force vachement. Et là, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver une vitesse élevée certes, mais à peu près constante. Le bateau glisse vraiment tout le temps quoi. Il y a très peu de variation de vitesse. Et à ce moment-là, le bateau force pas, le pilote force pas non plus, les voiles pas trop non plus. Et j'espère que là, je suis pas mal. Il s'est imprimé son propre rythme personnel et il n'a pas tenu compte des autres. Il a fait sa route, il a continué son chemin. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des bateaux autour de lui, mais voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Il est revenu par derrière, il a fait coucou, au revoir, voilà. C'est vrai que par moments, on se demande comment il fait pour tenir des moyennes aussi élevées sans casser ou sans être stressé, parce que Le 16 décembre, c'est son moral qui est attaqué. Il a mené la flotte pendant 24 heures, à un rythme soutenu. Mais noir, c'est... Conclusion, celui qui était deuxième prend la place du premier, et le deuxième au classement du jour, c'est Michel Desjoyaux.
a de l'air toujours. Et on est en tête, mon Dieu, on est en tête, allez! Au 37e jour de course, Michel Desjoyaux est le leader du Vendée Globe. Ses adversaires ont pris un coup au moral et Desjoyaux enfonce le clou. En général, il parle rarement pour ne rien dire. Mieux que ça en course, il pense tout haut. Il fait des petites phrases et il énerve la concurrence. Dis donc la concurrence, qu'est-ce que tu fabriques? Tu traînes en route? Tu navigues en troupeau? Je pense qu'il y a certains concurrents qui ne se sont pas encore rendus compte que l'arme psychologique était une arme redoutable et que ça faisait partie des paramètres de la performance et qu'on n'était pas là juste pour faire un Vendée Globe ou pour aller dans les mers du Sud ou pour aller faire une quête intérieure, un voyage du Graal ou un petit tour en mer. Ouais, je peux comprendre, parfois c'est vraiment raide à entendre, quoi. C'est vrai que parfois j'ai lu des trucs quand même, mais ça fait partie du personnage. Hein. C'est sa façon de parler, je pense qu'il est honnête avec lui-même, il dit ce qu'il pense. Bon, je pense que des fois, c'est sûr qu'il fera jamais de politique, hein, Desjoyaux. Parce qu'à mon avis, il sera pas élu. Il n'est pas donneur de leçons, contrairement à son surnom qu'il porte pas toujours, qu'il aime pas trop porter parfois. Pas vraiment. Mais comme il est dans une position de savoir-faire assez unique, parce que c'est un garçon qui sait à peu près tout faire, à un moment, il ne peut plus raconter autre chose que de dire les gars, vous êtes moins bons, quoi, il n'y a pas photo. Et puis, c'est tout. Alors, c'est une journée un petit peu bizarre parce que le 18 décembre, c'est l'anniversaire d'Adrien, mon fils, un de mes fils. Donc ce matin, je lui ai envoyé 2 petits SMS pour le faire rigoler. Et puis aujourd'hui, 18 décembre, sur le Vendée Globe. C'est une journée un peu particulière puisque c'est la première fois que moi je vois ça, en tout cas à ce niveau de gravité. Il y a Yann Eliès qui s'est cassé une jambe et il est coincé dans sa couchette, il ne peut pas bouger. Il a réussi à mettre le bateau à la cape. C'est à peu près tout ce qu'il a pu faire. Et là, il est dans sa couchette, il ne peut pas aller chercher les médicaments qui sont trop loin parce que ça lui fait trop mal. Il ne peut pas s'alimenter. Alors c'est une fracture du fémur, apparemment fracture fermée. Et voilà, il est un peu dans la merde, quoi. En fait, là c'est un peu une course par élimination à laquelle on joue parce que quasiment tous les jours il y en a un qui compte. Aujourd'hui c'est Yann Eliès, bon, il était 8e ou 9e, un truc comme ça. Hier c'est Bierbach, avant-hier c'est Golding. Ouais, ça dégage, quoi. Ah, ça a bien tartiné aujourd'hui, 18 de moyenne à peu près. Bon, voilà. Vendredi 19 décembre, au sud de la Tasmanie, on espère tous que Yann Eliès va s'en tirer. Nickel. Bon, ils ont récupéré Yann, a priori c'est bon ça. La frégate australienne est arrivée sur zone et ils sont en train de s'en occuper. Donc ça c'est bon. Coucher de soleil sur une journée paisible. Ouais, ça faisait du bien un peu de pas avoir de vent, pas trop avancer, pouvoir bricoler. Je suis allé sur la plage avant sans avoir besoin de mettre le ciré. Bon, j'étais en ciré mais ça permet de se détendre un peu.
Mais bon, c'est drôle de tartiner à 20 nœuds de moyenne, mais bon, de temps en temps on a envie que ça s'arrête quoi, un train fou. Cette nuit j'ai passé la nuit à la Banette, pas toute la nuit quand même, mais une petite partie. J'avais fait 18 nœuds 2 de moyenne, je crois, un truc comme ça. Bilou il a fait 15 nœuds, c'est-à-dire que je lui ai mis 3 nœuds quoi, 3 nœuds de moyenne pendant je sais plus 9 heures. Ça fait qu'au bout du compte ça cause quoi. Donc j'avais 50 000 d'avance, je suis passé à je sais plus 75 ou 80. Alors ça vous plaît le Pacifique un peu énervé comme ça? Ah ça cause un peu non? Ah c'est pas extraordinaire mais ça commence à avoir de la gueule quoi. Ça fait des vagues de 5-6 mètres déjà. Quand même, hein? Bon allez, cadeau de Noël parce qu'il y en a marre, la mer, plein le cul. Allez c'est bon, on est installé. Bon, allez, feu à volonté. Ouais, il est 1h30 du matin, c'est bon. Hop là. Bonjour Père Noël. Alors, le maillot de l'équipe du métro Racing 92. Ah là, il y a moyen de rire. Là, il y a moyen de rire. Du marron glacé. Isabelle Autissier et Eric Orsena, salut au bon sud. Ah, génial, c'est top. À la vacherie. À la saloperie. Quand il reviendra, il fera grand jour. Bon, on va bien se marrer ça. Bon là la mer elle est un peu dans tous les sens, hein. C'est le 25 décembre. Et c'est une très mauvaise journée pour Foncia parce que bien qu'on soit toujours en tête, j'ai plein d'emmerdes en fait. J'ai plein d'emmerdes, je ne sais pas comment je vais faire. Le summum c'est le safran au vent.